Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. La santé est décrite comme étant un moteur de croissance. Ce secteur représente 7,2% du PIB de notre pays. Il arrive en 4e place dans le budget de la loi de finances 2018. Comment une loi sanitaire peut-elle contribuer à améliorer le bien-être de ses concitoyens? De quels moyens dispose-t-on et desquels avons-nous besoin? Comment les professionnels de santé peuvent améliorer leur performance dans un contexte où les pharmaciens d'autres pays repensent leur profession en y intégrant de nouvelles missions pour une meilleure qualité des soins au service de la population et du coup se libérer un peu plus de l'étiquette de commerçant strict? Une étude portant sur le classement des systèmes de santé de 195 pays et publiée dans The Lancet en 2007 classe notre système de santé à la 130e place. Cela peut-il influencer négativement sur le développement du pays? Des questions complexes pour lesquelles nous tenterons d'apporter un éclairage afin de mieux en cerner les enjeux. Avec nous, pour en parler ce soir, le professeur Mohamed Yazid Kadir, épidémiologiste. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur agrégé en médecine, spécialiste en épidémiologie, et vous avez été rapporteur dans les conférences régionales et nationales sur le projet de loi sanitaire. Vous enseignez à la faculté de médecine de Batna, l'épidémiologie et l'économie de la santé, une question importante, ainsi qu'au département de pharmacie. Vous êtes élu aux différentes instances consultatives du CHU de Batna et de la faculté de médecine. Vous êtes aussi membre du Conseil de l'ordre des médecins de la région, membre élu également au comité pédagogique régional d'épidémiologie, le CPRS. Vous êtes membre également désigné par la direction générale du CHU dans le cadre du projet d'établissement. Membre également du laboratoire de recherche, le GRIAS, dans le cadre de la gestion du risque des infections associées aux soins. Vous assurez des conférences débats, à l'instar d'autres collègues, dans le cadre des programmes de santé universitaires. Vous participez également en qualité d'intervenant aux congrès, manifestations scientifiques locales, régionales et nationales. Vous participez à l'encadrement de mémoires de fin d'études graduées et post-graduées. Vos étudiants, qui je sais sont nombreux à nous écouter, que je salue au passage, apprécient vos qualités pédagogiques. Tout de suite, ma première question, professeur. Donc, pour revenir sur l'étude citée en introduction, une étude portant sur l'évaluation des systèmes de santé des pays a été publiée dans The Lancet en mai 2007. Cette évaluation se faisait sur la base de la morbidité d'une vingtaine de pathologies infectieuses et non infectieuses, une trentaine plus exactement. Elle classait l'Algérie à la 130e place sur 195 pays. La question est la suivante: comment peut-on évaluer la performance de notre système de santé et quels sont les principaux résultats? Merci, M. Keded. D'abord, je salue nos amis qui sont en train de nous écouter. Alors, qu'est-ce que je dois dire avant tout? D'abord, je dois préciser un élément important. Le premier élément que je dois mentionner, c'est que l'élaboration d'une loi, particulièrement d'une loi sanitaire, c'est l'occasion justement d'avoir ce qu'on appelle un véritable débat technique, un véritable débat politique. Et c'est l'occasion justement où on devrait associer tous les partenaires, quel que soit leur statut, et sans aucune exclusion. Attention, donc une représentativité à condition d'avoir des documents chiffrés pour essayer d'aller dans le fond des choses. Une loi sanitaire, la refonte d'un système de santé quel qu'il soit, c'est une exigence, c'est une nécessité. Assez souvent, c'est une exigence sociétale. Parfois, c'est une exigence gouvernementale. Et le deuxième élément, c'est que la refonte d'un système est un processus. Pourquoi c'est un processus? Parce que ce processus devrait être très lent. Assez souvent, donc là, parce qu'il y a l'évolution des données démographiques, l'évolution des données épidémiologiques, l'évolution des données socio-économiques, donc tout un ensemble d'évolutions d'indicateurs. Le deuxième élément qui nécessite justement une réflexion sur la refonte de la santé, c'est que les contraintes dans le fonctionnement des structures pouvant avoir un impact négatif sur la santé du citoyen. Et troisièmement, et un élément
qui ne peut pas être petit, c'est un élément important, c'est l'évolution de la technologie médicale, l'évolution de la pratique médicale fait qu'il est une nécessité absolue qu'il y ait une refonte d'un système de santé. Donc, l'approche économique fait que les théories économiques ont depuis longtemps identifié le rôle prédominant que jouait sur l'état de santé la croissance, les meilleures conditions de vie avec une répartition équitable des fruits de la croissance, le progrès technique avec une amélioration des soins et l'urbanisation pour un meilleur accès à la santé. Cependant, ce développement économique en excès peut engendrer des effets négatifs, tels que l'industrialisation, le libéralisme et ses déséquilibres, les nouvelles pathologies dites psychologiques. Finalement, lors de la mondialisation, la santé ne peut pas être perçue uniquement dans un univers monolithique de professionnels de santé. La question est la suivante. Vous avez participé aux consultations régionales sur le projet de loi sanitaire. Quels sont les autres acteurs qui peuvent intervenir pour enrichir le projet? Vous savez, M. Kedad, il faut le dire, il faut le dire. C'est que d'abord, ce que je disais tout à l'heure, l'élaboration d'une loi, c'est une occasion de débat technique, de débats contradictoires, mais qui sont censés regrouper tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça veut dire tous les partenaires, quel que soit leur statut d'exercice, professionnels de santé, non professionnels de santé, mais qui ont un impact indirect sur la santé du citoyen, c'est-à-dire les collectivités locales. Tout le monde devrait être impliqué dans la refonte ou bien dans l'élaboration d'une loi sanitaire. On n'a pas le droit de dichotomiser, chacun a son mot à dire. Justement, quand on est nombreux, quand on se parle, quand on discute, quand on coordonne, on arrive quand même à élaborer quelque chose de solide et quelque chose de durable. Ça veut dire qu'il va se pérenniser dans le temps. Alors là, l'élément qui me revient dans l'esprit, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que la santé, dans la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé en 1948, qui définit la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas l'absence de handicap, vous comprenez. Donc, c'est un élément important, c'est que nous avons ce qu'on appelle des déterminants de la santé. Oui. Et parmi ces déterminants de la santé, il y a ce qu'on appelle des déterminants positifs et des déterminants négatifs. Les déterminants négatifs, les déterminants liés à l'environnement, liés à l'industrialisation, liés à un défaut d'urbanisme, liés à un défaut architectural, par exemple des déterminants liés au comportement, autant d'éléments qui ont un impact direct justement sur la santé du citoyen. Le médecin, le pharmacien, le dentiste, l'auxiliaire médical, le personnel paramédical, l'administrateur de santé ne suffisent pas de prendre une décision pour élaborer la santé. C'est un ensemble global, c'est ce que nous appelons communément, et dans la nouvelle loi sanitaire, c'est repris, c'est ce qu'on appelle l'intersectorialité. Tous les secteurs devraient s'impliquer afin d'améliorer les conditions de vie de l'homme dans un collectif. Pour ce qui est de ce projet de loi, les experts rapportent que les quelques avancées du projet de loi sanitaire ne sont pas tant dans les politiques de santé, mais plus dans les dimensions organisationnelles et techniques. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement. Dans cette nouvelle loi sanitaire, la preuve qui est en débat au niveau de l'Assemblée populaire nationale et particulièrement au niveau de la Commission santé et les affaires sociales, il faut rappeler effectivement, que cette loi sanitaire, ou qui était d'ailleurs une nécessité absolue d'aller vers cette refonte. D'abord, je dois situer un élément important. C'est que cette nouvelle loi ou le nouveau texte de loi, justement, qui est actuellement en débat, on peut émettre quand même deux critiques, deux limites, je dirais même deux contraintes. La première, c'est que ce texte de loi ne résulte pas d'un bilan quantitatif et qualitatif. Malheureusement, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, rien ne s'est évalué. Vous savez, nous, les méthodologistes, on le dit si bien, on n'évalue que ce que l'on peut mesurer. On n'évalue que ce que l'on peut mesurer. Rien n'a été mesuré, rien n'a été quantifié. C'est pour cela que le bilan quantitatif n'a pas été établi. La deuxième limite, justement, c'est une limite qui joue dans le cadre de l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce
ce, Projet de loi. voilà, ce projet de loi ne nous donne aucun horizon sur l'avenir de la santé dans 20 ans, sur l'avenir du système de santé dans 20 ans. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été quantifié, ça n'a jamais été évalué. Bien que des études ont été faites en 2005, reprises en 2002. Par exemple, l'enquête à indicateurs multiples qui a montré où un diagnostic de communauté a été établi et qui a pu identifier 5 éléments importants. Le problème de la transition démographique épidémiologique. Deuxièmement, le problème de la couverture sanitaire. Troisièmement, la problématique des médicaments. Quatrièmement, la problématique du financement et la problématique de la qualité des services de santé. Alors, puisque vous parlez de projection dans l'avenir, on y reviendra aussi tout à l'heure. De nombreux pays ont adopté, à la fois pour des raisons d'amélioration de la qualité des soins et des raisons économiques, des nouvelles missions pour les pharmaciens, qui les détachent un peu des aspects strictement commerciaux de la profession, pour se centrer sur les patients. Il se base pour cela sur un certain nombre d'études, dont l'étude australienne de 2006, qui rapporte que les pharmaciens formés et rémunérés en soins pharmaceutiques génèrent pour les pouvoirs publics 6 fois plus d'économies qu'un groupe témoin de pharmaciens non formés et non rémunérés. En votre qualité de médecin de santé publique, pensez-vous que cela puisse être une alternative intéressante pour la santé de nos concitoyens? Vous savez, M. Keded, sincèrement, moi, votre question que vous me posez, je vais essayer de la mettre dans un cadre de contextualisation. Vous savez, il y a un principe fondamental, et je salue mon ami Aït Hamouda qui m'a toujours dit ça. Il me disait, à un moment donné, regardez bien ce qu'il cite comme citation, qui est très très bien. Quand la science est accessible, l'ignorance devient un crime. Quand la science est accessible, l'ignorance devient un crime. Moralité de cette citation, c'est que maintenant, on est tenu à une formation continue. On est tenu à une formation continue et quel que soit notre statut d'exercice et quel que soit notre profil de formation, chaque praticien, chaque professionnel est tenu justement à cette formation continue. La formation continue, cela veut dire que le pharmacien devrait s'ouvrir justement dans un cadre de contextualisation. Est-ce qu'il peut se limiter uniquement au travail de pharmacien d'officine ou bien de pharmacien hospitalier? Cela justement devrait lui imposer de se former, de se connecter avec le monde et de voir un petit peu toutes les projections qu'il peut donner. Je vous donne des exemples. Ailleurs, le pharmacien est partie prenante d'un système économico-sanitaire. La preuve, on dit que le principal acteur économico-sanitaire, d'abord c'est le ménage, ensuite le professionnel de santé. Dans le professionnel de santé, le pharmacien en fait partie, c'est un acteur économico-sanitaire. Cela veut dire que lui-même devrait s'intégrer dans une maîtrise de connaissances des dépenses de santé et s'ouvrir sur l'éducation thérapeutique, s'ouvrir sur l'éducation diététique, s'ouvrir sur l'éducation sanitaire, autant de perspectives que seul le pharmacien peut vraiment révéler la bonne recette. Tout à fait. Alors, dans les pays développés, un autre aspect qui nous permet d'anticiper les événements dans le cadre de l'élaboration d'une loi sanitaire, les organismes qui collectent des infos de santé, comme les caisses de sécurité sociale, les ministères de la Santé, l'Agence du médicament, etc., partagent ces données avec des chercheurs universitaires pour éclairer les prises de décision. Le rapport 2002 du ministère de la Santé sur l'état de santé des Algériens évoque le manque de données actualisées et fiables. Je vous donne quelques chiffres en citant le Dr Achek, directeur général de la Sécurité sociale, qui rapportait 7 millions d'assurés sociaux et 28 millions de bénéficiaires, donc dont les ayants droit, soit une couverture de près de 80% de la population. Il y a près de 10 000 officines conventionnées réparties sur les territoires nationaux et conventionnées avec les caisses de sécurité sociale depuis 2006. Elles transmettent des données sur les consommations réelles des patients. Donc, pensez-vous que ces données collectées depuis bientôt 12 années, qualifiées de big data, puissent contribuer à éclairer les éléments d'un système de santé? Merci beaucoup, Keded. Je crois que là, on est rentré un petit peu dans le cœur du sujet, effectivement. D'ailleurs, je voulais justement dire ça tout à l'heure, que la nouveauté à l'heure actuelle dans ce texte de loi sanitaire,
hein. La nouveauté dans ce texte de loi sanitaire, c'est quoi? La première nouveauté, à côté du médecin référent, de la carte électronique, de la carte numérique, etc., c'est justement de développer un véritable ce que nous appelons un véritable système d'information sanitaire intégré. Ce système d'information, ça veut dire quoi? On doit recueillir des données sur le patient, des données comptables et aussi des données administratives et sociales inhérentes bien sûr au patient. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important, justement, où un établissement de santé à l'avenir, dans les années à venir, ne sera plus ce qu'on appelle une structure inerte. Au contraire, elle doit recueillir de l'information, traiter son information et présenter son information au niveau de l'Agence nationale de promotion de la santé, de l'accréditation et de l'évaluation. Là, c'est ça la deuxième nouveauté, justement. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer en France, parce que nous allons essayer de prendre le parallèle, ce qu'ils sont en train de faire, qui va aboutir automatiquement à l'évaluation des pratiques professionnelles, qui va arriver à l'évaluation et l'amélioration des soins, et qui va permettre aussi l'amélioration de la sécurité sanitaire. Donc, vous voyez, pour essayer de dire que quand on a des données que nous pouvons traiter, que nous pouvons analyser, eh bien, l'aide à la décision va se faire automatique. Ça, c'est un élément important. Donc là, vous êtes rentré dans le bref du sujet. On ne peut concevoir un système sans un système informationnel. Le système informationnel, il est là pour ramener un élément important, c'est l'aide à l'action, c'est l'aide à la décision. Ça veut dire que la quantité d'informations va permettre de faire de l'action. Alors, après les systèmes d'information, on va encore revenir un peu sur les aspects économiques du projet de loi sanitaire. Les dépenses en santé en Algérie ont plus que doublé entre 2005 et 2014, passant de 3,2% approximativement à 7,2% du PIB. Elles ont été pratiquement stables avant, la période avant, de 1996 à 2005. Les experts prévoient à l'horizon 2020 9,95% de dépenses de santé, budget. C'est le quatrième poste de dépenses, comme on l'avait dit tout à l'heure. Après la défense, l'éducation nationale et l'intérieur, selon la loi de finances de 2018. Donc la question est la suivante. Avec un tel volume de dépenses, n'est-il pas légitime de comparer les différents usages faits de ces ressources avec les bienfaits apportés à la société? Eh bien oui, effectivement. C'est tout le principe de l'évaluation. Ouais. C'est tout le principe fondamental de l'évaluation. Vous voyez, on n'évalue que ce que l'on peut mesurer. Si on ne mesure rien, on ne peut pas faire de l'évaluation. Je vais vous faire une confidence, monsieur Kedel. Vous savez, au crépuscule de ma vie, eh bien, je suis arrivé à cette conclusion. Finalement, il n'y a pas un bon, un mauvais ministère. Il n'y a pas un bon ministre, un mauvais ministre. Ce que vous avez, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réforme. Vous avez une réforme que vous devez évaluer. Ça, c'est un principe fondamental. Ça veut dire quoi? Depuis combien d'années, j'en vais le dire franchement, combien d'années nous avons investi en matière de santé? Nous avons placé des milliards et des milliards dans les structures, dans la formation. Mais en aucun moment, on a placé de l'argent dans la manière de compter, la manière d'évaluer, la manière d'analyser et la manière de comprendre. Vous voyez, et la situation, on est en train de se retourner maintenant. Parce que ce sont les éléments que les pays développés développent de l'information, développent de la donnée en vue de quoi? En vue d'aider à la décision. Ils ne font que quelque chose qui est compatible avec les résultats, chose qu'on ne fait pas malheureusement. Pour quelle raison? Ce n'est que maintenant, probablement, avec ce nouveau texte de loi, on va arriver maintenant à ce que toutes les pratiques médicales, toutes les pratiques pharmaceutiques, toutes les bonnes pratiques seront évaluées et on va arriver à l'évaluation des pratiques médicales. Et à partir de là, chaque structure de santé, si elle doit demander de l'argent, elle doit automatiquement s'auto-évaluer, dire est-ce que réellement je suis dans le besoin ou bien je ne suis pas dans le besoin. C'est clair. Alors, après avoir évoqué donc l'approche économique, l'approche informatique, on va toucher un peu l'approche des professionnels de santé. Quel engagement collectif peut contribuer, dans le cadre du parcours de soins, à la qualité et à l'efficience des soins? Peut-on attendre de la part des professionnels de santé dans le cadre du parcours des soins? Donc, un engagement collectif. D'abord, M. Kedet, quand on parle du parcours de soins, il faudrait d'abord qu'on définisse ce que c'est qu'un parcours de soins. Ça, c'est un élément important.
je vais vous faire une petite confidence. C'est un peu le quotidien de nos malades. Le quotidien de nos malades, c'est quand ils traînent une pathologie, ils se soignent dans une pathologie. En aucun cas, le malade a peur de la maladie. Parce que nous sommes musulmans, on n'a ni peur de la mort, ni on a peur de la maladie. On a peur de quoi? On a peur de toute la complexité d'un parcours de soins. Ce serait un véritable parcours de combat. Vous imaginez, M. Kded, on va le dire avec un pincement au cœur, pour avoir un rendez-vous d'irathérapie, pour avoir un rendez-vous de chimiothérapie, pour avoir un rendez-vous d'hospitalisation, pour avoir un rendez-vous dans un cadre tellement simple, s'il y avait une organisation, s'il y avait une entente, etc., on serait arrivé à des rendez-vous rapides. Eh bien, le problème est là. Et je vais vous le dire comme ça. Monsieur Kded, sincèrement, et tout le monde est en train de nous écouter. Regardez, si le citoyen, quand il nous interpelle à l'extérieur, il ne nous interpelle pas sur le PIB, il ne nous interpelle pas sur le PNB, mais nous sommes interpellés, chacun d'entre nous, à son niveau de responsabilité, nous sommes interpellés pour le manque de médicaments. Nous sommes interpellés pour un rendez-vous en médecine. Nous sommes interpellés pour avoir un lit d'hospitalisation. Nous sommes interpellés pour un rendez-vous d'irathérapie. Nous sommes interpellés pour avoir un rendez-vous de l'IRM, etc. C'est ça la véritable réalité. Le citoyen, quand on parle de maladie, ce n'est pas la maladie qui lui fait peur, mais son parcours de soins, c'est-à-dire ce parcours lent, finalement, qui va lui peser énormément. Et ce n'est pas lui uniquement, c'est tout l'impact socio-familial, etc. Donc, c'est cette conséquence. Voilà, si on devrait réellement trouver des solutions, c'est comment, à un moment donné, on va essayer d'améliorer ce parcours de soins, que la maladie, une fois diagnostiquée, le parcours est bien défini. Voilà, la réalité, elle est là, justement. Merci pour ces éclaircissements. Donc, la santé de la population est amenée à évoluer, vous l'avez cité tout à l'heure. Un projet de loi doit être sanitaire, il doit anticiper les événements, connaître l'état de santé de sa population, grâce au chiffre, essayer de faire des prospections, être visionnaire, au moins sur les 20 prochaines années. Quels éléments pouvons-nous anticiper ou attendre pour cette période? Monsieur Kded, regardez, il y a eu en Algérie, on a eu 2 enquêtes importantes. Il y a eu une enquête de 2005, ce qu'on appelait tout à l'heure l'enquête à indicateurs multiples, qui a été faite avec le MCIS, avec l'ONS, l'Office national des statistiques. Un deuxième partenaire, c'était l'UNICEF et le ministère de la Santé publique. On a fait quoi? On a fait ce qu'on appelle le diagnostic de la santé en Algérie, diagnostic des systèmes de santé. Et on a eu les résultats suivants. On a porté le travail sur les 2 transitions qu'on a montrées. On a montré la problématique du médicament, on a montré la problématique de la couverture sanitaire, on a montré la problématique de la qualité des soins, autant d'éléments qui ont fait un peu la mise à nu de notre système de santé. Entre-temps, il y a eu une deuxième enquête, mais malheureusement, c'est une enquête, on en parle très peu. C'est celle du docteur Atek Allah yarhamou. Atek, avec l'Union européenne et l'Institut national de santé publique, avait fait l'enquête AHINA. L'enquête AHINA, c'était quoi? C'était la transition épidémiologique et l'impact sur la population nord-africaine. Ça a été un travail fabuleux, un travail de 300 pages et qui nous a démontré mathématiquement que l'Algérie maintenant, elle a une double charge de morbidité. Nous avons une charge de maladies infectieuses qui commence à être réduite au profit justement de la charge des maladies non transmissibles. C'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Il nous l'a montré. Et en 2012, on avait repris justement la même étude. On a travaillé sur un deuxième diagnostic de la communauté. Et là, on avait énuméré les points faibles du système, les points forts du système, quelles sont les opportunités, quels sont les contre-pouvoirs et quelles sont les menaces. Eh bien, j'ai saisi un élément important. C'est quoi? C'est que l'un des points faibles qui a été énuméré dans cette enquête, c'est les soucis socio-professionnels des professionnels de santé. Ça, c'est un élément. D'ailleurs, M. Kded, si vous voyez le bouillonnement actuel que vit l'Algérie dans notre corporation, dans notre famille, finalement, ça a été réfléchi en 2012. Donc, finalement, le ministre actuel n'est en train d'hériter que d'un passif qui n'a jamais été réglé. Hezbollaoui n'a rien à voir dans cette histoire, du moment où le département actuel hérite d'un passif, donc il y a des gens qui sont responsables. En 2012, le travail a été établi et qu'est-ce qu'on a montré? Que les soucis sociaux, professionnels
des professionnels de santé, il est en train de s'implanter et on a été vers ce débordement en matière de prise en charge, en matière de collecte de données, en matière de perturbation de santé. Donc l'avenir finalement est le suivant. Si on devrait ouvrir des perspectives, d'abord il faut qu'on revienne à un élément important. Vous savez, M. Kided, il y a 3 éléments qu'on ne sait pas faire dans ce pays. Il faut avoir le courage de le dire, en dépit des universités qu'il y a, en dépit du fait qu'il y a tellement d'universités, il y a 3 choses qu'on ne sait pas faire en Algérie. Malheureusement, c'est une réalité. On ne sait pas communiquer, 1. Oui. Deuxièmement, on ne sait pas faire de la coordination, 2. Et on ne sait pas faire de la planification. Vous voyez, ce sont ces 3 éléments, il me semble intéressant de revenir à la communication, de revenir au dialogue. Deuxièmement, d'apprendre à coordonner des projets. Troisièmement, apprendre à faire de la planification sur la base de données que vous avez recueillies, que vous avez analysées, que vous avez tabulées, que vous avez schématisées. Et à partir de là, vous pouvez découler, même parfois, ce n'est pas juste à 100%, mais soyez-en sûrs que vous ferez moins d'erreurs en vue d'une très très bonne action. Alors, on a évoqué les divers aspects, autant économiques, informatiques, le patient avec la qualité des soins. Et en 2017, on est obligé d'évoquer l'apport des technologies de l'information et de la communication. Il s'est tenu donc le premier salon international dédié à l'application des technologies de l'information et de la communication au secteur de la santé, avec comme thème l'hôpital du futur. Le professeur Zoubi Sali, organisateur, donc lancé en novembre 2017 à l'École supérieure algérienne des affaires, le Health Digital Days, le premier débat national sur la télémédecine et la e-santé. Il mentionnait que, je cite, l'acte fondamental pour la réussite du projet e-santé en Algérie est la communication, ensuite les moyens qui sont d'ailleurs déjà disponibles. Qu'en pensez-vous? Ben voilà, donc là aussi c'est un domaine intéressant. Mais j'aurais aimé qu'on dise, pour être dans l'air du temps, on va éviter de dire télémédecine, mais on va dire télésanté. Télémédecine, parce que le mangolo, on reste toujours dans télésanté et les gens là vont comprendre qu'on est en train de parler de ce qu'on appelle une santé numérique. Vous comprenez? Oui. Très bien. Donc la télésanté, finalement, quand on voit son développement, son essor dans certains pays, particulièrement les États-Unis et ensuite il y a eu la France. Pourquoi? C'est que la télésanté, elle est venue en réponse à quoi? Elle est venue en réponse à des problèmes d'organisation de soins. Attention, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, elle est venue pour réduire des dépenses en matière de santé. C'est un deuxième élément important. Donc vous voyez finalement, cette télésanté, elle est venue pour essayer de résoudre 2 problèmes. Un problème d'organisation de soins et deuxième aspect, c'est pour réduire les dépenses de santé. 2 éléments importants. Je vais vous donner des chiffres qui vont vous étonner, M. Kided. Imaginez-vous que M. Kided, en France, je cite en France, la Syntec numérique qui a donné ce chiffre en matière de santé numérique, ce qu'elle représente pour la France. Chaque année, c'est une histoire de 2 milliards d'euros. Bien. Le deuxième élément que j'aimerais vous donner, que vous savez que l'administration Obama, la télésanté a été l'un des piliers de la modernisation du système médical. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, écoutez bien M. Kided, à un moment donné aux États-Unis, les dépenses de santé dépassaient plus de 18% du PIB. Donc vous imaginez ce que c'est. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'administration Obama, ils se sont dit, avec la télémédecine, nous allons réduire ces dépenses. Ils sont pu arriver à ça. La preuve, regardez un troisième élément qui va un petit peu nous donner de l'espoir parce que ça va se faire chez nous. Ça a commencé par de petits séminaires régionaux à Constantine, un peu partout, mais ça va se faire et ça va, Inch'Allah, se généraliser. Toujours dans la Syntec numérique, il y a eu un travail, d'ailleurs la littérature foisonne dans ce domaine. La littérature vient de communiquer un bulletin où il dit ça, que, je cite, que les gains annuels de la télémédecine qui a été déployée en France, c'était des gains de 2,5 milliards d'euros chaque année en matière de diabète,
en matière d'hypertension artérielle, en matière d'insuffisance rénale et en matière d'insuffisance cardiaque. Et pour terminer sur cette télémédecine, qu'est-ce que c'est que finalement cette télémédecine? C'est un élément clé important, c'est le dossier médical partagé. Dossier médical partagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'organisation va avoir accès sur 4 éléments importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation. Ça veut dire le patient, il peut être de l'autre côté et là, on peut le visualiser, regarder et traiter. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la téléexpertise. La téléexpertise veut dire quoi? C'est le dossier médical partagé avec d'autres confrères, avec d'autres. Troisième élément important, c'est ce qu'on appelle la télésurveillance. La télésurveillance, ça veut dire un sujet qu'on peut toujours suivre, même s'il présente une maladie chronique. Et quatrième élément, et ce qui est extraordinaire, ce qu'on appelle la téléassistance, ça veut dire on peut, même si on est à des milliers de kilomètres, opérer, intervenir chirurgicalement, traiter un patient, même quand on est à 10 ans. Ce qui va limiter les transferts, ce qui va limiter les rendez-vous, ce qui va limiter la durée pour avoir une date d'expertise. Donc, vous voyez, donc finalement, cette télémédecine, il y a un aspect de l'organisation de soins, mais il y a un aspect encore plus important, c'est la réduction des dépenses en matière de santé. Parfaitement. Alors c'est vraiment une avancée prometteuse, hein, la santé, hein, qui va être lancée en principe incessamment sous peu. Les projets, disons, ont été initiés. J'aimerais revenir pour une dernière question sur le rôle des représentants de la profession, des professionnels de santé. Vous avez assisté aux séminaires régionaux et nationaux, hein, dans le cadre du projet de loi sanitaire, où j'étais dans l'atelier politique de santé. Et peut-être à votre surprise, il y avait une présence très faible des autres professionnels de santé, en dehors certainement d'épidémiologistes. Il n'y avait pas de pharmaciens, il n'y avait pas de chirurgiens-dentistes. Pourquoi ce désintérêt de la part des représentants de la profession pour les autres secteurs de la santé, qui doit être interprété non plus d'une vision monolithique, mais élargie pour mieux appréhender les questions de santé? On en parlait d'ailleurs au début. Donc pourquoi ce désintérêt des représentants de la profession pour des questions aussi importantes? Monsieur Kided, qu'est-ce que je peux vous dire? Le désintérêt peut être multifactoriel. On peut avoir, peut-être ça peut être un facteur sociologique, peut-être c'est un facteur psychologique, peut-être c'est un facteur, ce qu'on appelle communément l'immobilisation générale. Les gens maintenant sont arrivés avec certains facteurs dominants de l'environnement sociologique qui dominent au point qu'on porte du désintérêt à ce que nous entreprenons. C'est une réalité, malheureusement, c'est un petit peu le principe d'un facteur environnemental, d'un facteur sociologique qui va influer négativement sur nos stimulations pour aller vers quelque chose. Ça, c'est une réalité. Il me semble, monsieur Kided, c'est un petit peu de la crédulité méditerranéenne. Oui. Je mets ça, peut-être que c'est un peu notre naïveté, peut-être qu'on est crédule, on ne veut pas y aller, etc. Mais maintenant, on n'a plus le droit, de manquer à ces rendez-vous. Oui. Maintenant, vous voyez, finalement, la mission de tout un chacun, c'est que chacun de nous, dans son petit coin, doit prendre son bâton de pèlerin et doit aller de l'avant. Doit aller. Vous savez, on peut être créateur d'idées. On peut être des créateurs d'idées. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays, je vais vous le dire comme ça, et c'est dramatique ce que je vais dire, c'est que le fikra, chez nous, jayan kilmet al-fikron. Jayan kilmet al-fikron. Al-fikron, on sait un peu que la tortue est lente à démarrer, est lente à faire quelque chose. On est un petit peu dans ce cadre-là. Et on veut que l'idée, justement, chez nous, soit fructifiée. Parce que par l'idée, on accouche d'une deuxième idée, on accouche d'une troisième idée, avec un ensemble d'idées, on peut aller de l'avant. Vous savez, les grandes puissances actuellement, le monde, il est en train de foisonner de gens qui sont là et qui sont créateurs d'idées. Et avec une idée, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y avait un auteur français qui disait, les mots ne manquent jamais quand on a des idées. Hein? Les mots ne manquent jamais quand on a des idées. Quand on a des idées, attention, l'idée à elle seule ne suffit pas parce qu'il faut l'idée, il faut l'action. L'idée sans l'action, ça devient de l'utopie. Ça devient de l'utopie, on ne produit rien. Alors, moi, je me pose la question suivante. Je me dis qu'à un moment, chacun d'entre nous, justement, Wallahi, monsieur Kidad, écoutez ce que je vais vous dire comme ça, et je le dis à lui. Regardez, j'ai eu la chance
j'ai eu l'inestimable honneur d'avoir fait partie d'une mission médicale à l'époque en 1994 qui a été diligentée par le professeur Abdelhamid Aberkan, oui, que je salue très affectueusement, déontologiquement et affectueusement. Et j'ai eu la chance avec mon épouse, et on a fait partie de cette mission à Élysée. Et on a été à Élysée dans une équipe, il y avait le chirurgien, il y avait l'anesthésiste, il y avait… Et ce que j'apprenais avec le professeur Abdelhamid Aberkan, quand il nous parlait, il nous disait, j'ai mis en place une équipe homogène. Une équipe homogène, ça veut dire quoi? Il y a le gynécologue, il y a l'anesthésiste, il y a le chirurgien, il y a l'anesthésiste. Oui. Alors c'était une équipe et on a travaillé. Et qu'est-ce que j'ai découvert là-bas? J'ai découvert dans ces pays, dans ces régions du pays, parce que finalement l'Algérie, c'est pas Batna, Constantine, Alger, l'Algérie c'est énorme. Et on a trouvé des gens qui vivent vers quelque chose de magnifique, c'est leur conviction. Leurs convictions et qui sont là, qui sont en train de développer du travail, qui sont en train de sillonner des kilomètres et des kilomètres pour aller justement aider. Et je me rappelle à l'époque quand on était arrivé, il y avait une convention vietnamienne qui était installée là-bas. Et je me rappelle, comme si cela datait d'hier, je me rappelle que le groupe était tellement ferme dans le travail, était tellement mobile dans le travail, il faisait tellement de choses que cette mission vietnamienne a été complètement effacée. C'est pour vous dire, en peu de mots, que l'idée à elle seule ne suffit pas, il faut lui donner un sens parce qu'on débouche sur l'action. Et le dernier élément sur lequel je ne pourrais pas me taire, et c'est un message que je véhicule, c'est qu'on apprenne aussi à s'écouter mutuellement, qu'on apprenne à communiquer, qu'on apprenne à parler, qu'on apprenne à coordonner, qu'on apprenne à planifier. Et vous savez que la particularité, quand je lisais dans le fameux texte de loi, qu'est-ce que c'est qu'un professionnel de santé? Eh bien, il faut les rappeler à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que quand on dit les professionnels de santé, il faut que vous compreniez. C'est quoi? C'est les praticiens médicaux, c'est-à-dire les hospitaliers universitaires, ce sont les spécialistes, les médecins généralistes, ce sont les pharmaciens, ce sont les dentistes, etc. Deuxièmement, c'est les auxiliaires médicaux. Très important. Ensuite, c'est les paramédicaux qui font partie des professionnels de santé. Et enfin, il faut le dire, même les administrateurs de santé sont des professionnels de santé. Vous voyez, nous sommes une famille, nous pouvons faire des choses extraordinaires, mais à condition d'y croire, s'aimer, partager, et c'est cette manière qu'on pourra relever le défi et de pouvoir donner à ce pays ce qu'il faudrait donner, parce qu'on arrivera un jour, on arrivera au stade de la vieillesse, on ne donnera rien, et là, ça va être des regrets. Voilà, M. Kided. On termine donc sur une note positive, une note d'espoir. Nous arrivons au terme de notre émission. Professeur Mohamed Yazid Kadir, je vous remercie de nous avoir tenu compagnie. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. Je vous en prie. Merci. Ben voilà, merci M. Kided. Je salue ma famille d'Alger. Je salue ma petite famille ici à Batna, mon épouse et mes enfants. Je salue ma belle famille. Je salue mes amis à Batna, particulièrement le professeur Tobi. Je salue le professeur Aïd Hamouda. Je salue Dr Baïchi, Dr Ben Aljia et l'ensemble du service, ainsi que le professeur Bounser, qui est à Constantine, bien sûr. Je salue tout ce beau monde. Je salue tous mes amis de l'hôpital, du CHU, de la faculté de médecine. Je salue aussi mes gens de la Kabylie, de la région de Bourni, de Mechtras, la ville natale de mon père. Et je leur dis, je vous aime bien, je suis toujours là, alhamdoulilah. Et aussi mon ami médecin, Dr Abdellatif, qui est en train de nous écouter. Je lui dis meilleures salutations confraternelles et amicales. Et je salue tout ce bon monde-là. Et je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Je vous rappelle qu'il est possible de revoir l'émission en différé, même s'il y avait quelques problèmes d'image. La qualité sera meilleure en différé. Et donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission, Inch'Allah.